Claire, à 24 ans, dessinait les contours de son avenir avec l'enthousiasme vibrant de la jeunesse. Ses études d'architecture la passionnaient, et David, son petit ami depuis 3 ans, semblait être la pièce maîtresse de ce bonheur grandissant. David, avec son charme naturel et son ambition de jeune avocat, parlait d'un futur où leur carrière s'épanouirait en parallèle d'une vie de couple solide. Ils évoquaient souvent, en riant, le nom de leurs futurs enfants, le style de la maison qu'ils rénoveraient. Claire se sentait en sécurité, aimée. Sa sœur cadette, Sophie, 20 ans, plus réservée et parfois un peu perdue, était sa confidente, son ombre joyeuse, malgré leur caractère distinct. Claire la protégeait, la conseillait, et imaginait Sophie toujours présente dans sa vie, une tante dévouée pour ses enfants. Ce dimanche soir-là, le dîner hebdomadaire chez leurs parents, d'habitude empreint d'une douce routine, revêtait une atmosphère étrangement pesante. Les plats préférés de Claire étaient sur la table, mais son appétit était modeste. Sa mère, Brigitte, semblait nerveuse, jetant des regards inquiets vers Sophie qui picorait son assiette, le teint pâle. Son père, Jacques, d'ordinaire plus loquace, gardait un silence inhabituel, le front plissé. Claire avait bien remarqué quelques échanges de regards discrets, presque fuyants, entre Sophie et David au cours des dernières semaines, mais elle avait mis cela sur le compte d'une nouvelle complicité, peut-être autour d'une surprise qu'il lui préparait. Quelle ironie amère! Le dessert à peine entamé, Sophie éclata en sanglots silencieux. Les larmes coulaient sur ses joues sans qu'aucun son ne franchisse ses lèvres. « Sophie, ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive » demanda Brigitte, la voix tremblante. Sophie leva des yeux rougis, embuée de panique. « Il faut que je vous dise quelque chose » murmura-t-elle, la voix étranglée. « Je suis enceinte. » Un silence de plomb s'abattit sur la table. Claire sentit son cœur s'emballer. « Enceinte ? Sophie ? Si jeune ? » Puis, une vague de tendresse la submergea. Elle allait être tante. « Mais, c'est une nouvelle inattendue, ma puce, » reprit sa mère, tentant un sourire forcé. « Et qui est l'heureux papa ? Quelqu'un que nous connaissons ? » Sophie ne répondit pas. Son regard glissa, comme attiré par un aimant invisible, vers David. David, qui jusqu'alors avait fixé son assiette avec une intensité anormale, releva lentement la tête, le visage fermé. Il ne rencontra pas le regard de Claire, mais celui de Sophie, chargé d'une détresse muette. Claire sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Une pensée horrible, absurde, commença à germer. « Non. » souffla-t-elle, presque pour elle-même. « Sophie, dis-moi que ce n'est pas. » Sophie baissa la tête, et ses sanglots redoublèrent. « C'est David » lâcha-t-elle dans un souffle à peine audible. Le monde de Claire bascula. Le « non » resta bloqué dans sa gorge, la suffoquant. David ? Son David ? Avec Sophie ? Sa petite sœur ? Les visages autour d'elle se déformèrent. Elle chercha le regard de David, implorant un démenti, un signe que tout cela n'était qu'un cauchemar grotesque. Mais David restait impassible, les traits tirés, évitant ses yeux. Le choc initial laissa place à une colère sourde chez ses parents. Mais contre toute attente, ce ne fut pas David, ni même Sophie, qui en fut la cible principale. Brigitte se tourna vers Claire, le visage durci par une fureur soudaine. « Et toi » siffla-t-elle. « Comment as-tu pu être aussi aveugle ? Aussi égoïste ? Tu étais tellement absorbée par tes études, tes projets, que tu ne voyais même plus l'homme à côté de toi. Tu l'as négligé, Claire. Tu l'as poussé dans les bras de ta sœur. »« Maman, qu'est-ce que tu racontes ?» réussit enfin à articuler Claire, la voix brisée par l'incrédulité et la douleur. « C'est moi la victime ici. » « La victime » intervint son père, Jacques, le ton glacial et sans appel. Son regard était dur comme la pierre. « La seule victime ici, c'est Sophie, qui va devoir assumer un enfant à son âge. Et cet enfant aura besoin d'un père, d'une famille unie. David va prendre ses responsabilités. Ils vont avoir besoin de notre soutien total. » Il marqua une pause, chaque mot pesant une tonne. « Toi, Claire, par ton comportement, tu as semé le chaos. Tu n'as plus ta place sous ce toit. Pour l'héritage de cette famille,
celui que tes grands-parents et nous avons construit, considère que tu n'y as plus droit. Prends tes affaires les plus importantes. Tu pars ce soir. » Sophie pleurait de plus belle, un mélange confus de culpabilité et de soulagement pervers. David, lui, gardait le silence, laissant les parents de Claire prononcer la sentence, comme s'il était un simple spectateur de ce drame qu'il avait orchestré. Anéantie, vidée, Claire ne trouva pas la force de protester. Les mots étaient inutiles face à une telle injustice, une telle trahison. Elle se leva, les jambes tremblantes, monta dans sa chambre sous le regard accusateur de sa mère. Quelques minutes plus tard, un petit sac à la main, elle redescendit. Son père lui tendit ses clés de voiture, évitant son regard. La clé de la maison lui fut retirée avec une froideur administrative. La porte d'entrée se referma derrière elle avec un claquement sec, scellant son exclusion. Dehors, la nuit était fraîche, indifférente à son monde qui venait de voler en éclats. Seule, le cœur en lambeaux, elle regarda la maison où elle avait grandi, désormais un sanctuaire de sa douleur et de sa trahison. Tout ce en quoi elle avait cru, tout ce qu'elle avait aimé, venait de lui être arraché en l'espace d'un dîner. Le mot « pourquoi » tournait en boucle dans son esprit, sans réponse, tandis que les larmes commençaient enfin à couler, chaudes et amères. La portière de sa vieille voiture claqua avec une finalité terrifiante, la séparant physiquement de tout ce qui avait été sa vie. Claire resta assise, les mains crispées sur le volant, le moteur éteint. Le silence dans l'habitacle était assourdissant, uniquement troublé par ses propres inspirations saccadées. Où aller? Que faire? Les questions tournaient en boucle dans son esprit engourdi par le choc. Avec le peu d'argent liquide qu'elle avait dans son portefeuille, elle trouva refuge pour la nuit dans un motel impersonnel et défraîchi en périphérie de la ville, l'odeur de désinfectant et de tabac froid lui retournant l'estomac. Le sommeil fut une chimère, peuplée des visages souriants de David et Sophie, transformés en masques grimaçants de trahison. Les jours suivants se fondirent en une brume douloureuse. Chaque matin, la réalité la frappait avec la violence d'un coup de poing. Elle était seule, bannie, dépossédée. Les souvenirs heureux, autrefois source de joie, étaient désormais empoisonnés, chaque éclat de rire partagé avec David, chaque moment de complicité avec Sophie, se tordant en une preuve de sa propre naïveté. Elle tenta d'appeler une amie d'enfance, mais la conversation fut brève, empreinte d'une pitié maladroite qui la blessa plus qu'autre chose. Le message était clair, sa famille avait parlé, et le verdict était tombé. Elle était la paria. La douleur de la trahison était décuplée par ce sentiment d'isolement total. Ses économies d'étudiante fondaient à vue d'œil. La faim commençait à la tenailler, autant que le froid de la solitude. Elle dut se résoudre à vendre quelques affaires personnelles, son ordinateur portable, quelques bijoux sans grande valeur sentimentale mais qui lui permirent de tenir quelques jours de plus. Chaque transaction était une humiliation, un pas de plus vers une précarité qu'elle n'aurait jamais imaginée. Ses études d'architecture lui semblaient appartenir à une autre vie, un rêve lointain et inaccessible. La recherche d'un petit boulot devint son unique objectif. Elle répondit à des annonces pour des postes de serveuse, de vendeuse, essuyant refus sur refus, son manque d'expérience ou son désespoir palpable jouant contre elle. Un après-midi, alors qu'elle sortait d'un énième entretien infructueux, elle l'aperçut. Sophie. Radieuse, le ventre déjà légèrement arrondi, main dans la main avec David. Il riait, choisissant des articles pour bébé dans la vitrine d'une boutique spécialisée. La scène lui transperça le cœur. La haine, pure et brûlante, se mêla à son chagrin, la laissant nauséeuse et tremblante. Ils construisaient leur bonheur sur les ruines de sa vie. Les semaines s'écoulèrent, monotones et grises. Claire avait trouvé une chambre minuscule, à peine meublée, au-dessus d'un bar bruyant. Les odeurs de bière et de friture imprégnaient ses maigres affaires. Elle mangeait peu, souvent le strict minimum. La dépression la guettait, ombre insidieuse. Un soir, alors qu'elle n'avait plus que quelques pièces en poche et que le désespoir menaçait de l'engloutir définitivement, elle se réfugia dans une petite bibliothèque municipale pour échapper au froid de sa chambre. Machinalement, elle feuilletait les pages d'un journal local, la section des petites annonces. Ses yeux tombèrent sur un encart discret, presque perdu entre les offres de services de plomberie et les ventes de voitures d'occasion. L'encre était un peu passée, l'annonce semblait ancienne. Madame Geneviève,
projet créatif et botanique, recherche assistante polyvalente pour l'aider dans son domaine à la campagne. Logement modeste possible sur place. Curiosité et amour de la nature appréciée. Pas d'expérience spécifique requise, juste bonne volonté et discrétion. Suivez un numéro de téléphone. Projet créatif et botanique? Cela ne ressemblait à rien de ce qu'elle connaissait. À la campagne. L'idée de fuir la ville, ses souvenirs, ses tortionnaires, commença à germer. Logement possible. C'était peut-être sa seule chance d'échapper à la rue qui lui tendait les bras. Sans trop y croire, avec l'énergie du désespoir, Claire déchira l'annonce. Ce n'était pas un plan, à peine une intuition, mais c'était la première lueur, aussi faible soit-elle, qu'elle apercevait depuis des semaines dans ses ténèbres. Le bout de papier jauni tremblait entre les doigts de Claire. Pendant 2 jours, elle l'avait gardé, le relisant sans cesse, pesant le pour et le contre. Que avait-elle à perdre? La perspective de croupir dans sa chambre sordide, pire, de finir à la rue, lui donna le courage nécessaire. D'une voix qu'elle peinait à reconnaître, elle composa le numéro. Au bout de quelques sonneries, une voix de femme, étonnamment claire et enjouée, presque chantante, répondit « Geneviève à l'appareil, pour qui suis-je toute oui ?» Claire, décontenancée par ce ton si peu conventionnel, expliqua maladroitement le but de son appel. Madame Geneviève l'écouta sans l'interrompre, puis lâcha un simple « Ah, cette vieille annonce. Elle a fait son temps, mais si le destin vous met sur ma route grâce à elle, c'est qu'il y a une raison. Venez donc me voir, jeune fille. Le bus du matin vous dépose à Valbrume, je vous attendrai à l'arrêt. » Et elle raccrocha avant que Claire ait pu poser la moindre question. Le lendemain, Claire était dans ce bus, son unique sac à ses pieds. Le paysage urbain et gris laissait place, kilomètre après kilomètre, à des collines verdoyantes, des forêts denses et des petits villages endormis. L'air semblait plus léger, plus pur. Une appréhension sourde se mêlait à un embryon d'espoir. À l'arrêt de Valbrume, une petite silhouette emmitouflée dans un grand châle coloré l'attendait. Madame Geneviève devait avoir plus de 70 ans, ses cheveux argentés étaient relevés en un chignon désordonné d'où s'échappaient quelques mèches rebelles, et ses yeux vifs pétillaient d'une intelligence et d'une malice surprenantes. « Claire, je présume » lança-t-elle avec un sourire qui illumina son visage ridé. En voiture, le brouillard matinal ne va pas tarder à se lever sur mes pensées si nous restons plantés là. Sa voiture, une vieille 2CV pleine de terre et de feuilles mortes, cahota sur un chemin de terre avant de s'arrêter devant une bâtisse en pierre envahie par le lierre et les rosiers grimpants. C'était à la fois rustique, un peu sauvage, mais dégageait un charme indéniable. L'intérieur était un capharnaüm organisé, des étagères croulant sous les livres, des herbiers, des pots de peinture, des outils de jardinage, des esquisses de plantes et de paysages punaisés au mur. Une odeur de terre humide, de tisane et de cire d'abeille flottait dans l'air. Elle, entretien, fut une simple conversation à bâton rompu, devant une tasse de tisane fumante. Madame Geneviève posa peu de questions sur le passé de Claire, semblant plutôt sonder son âme d'un regard perçant mais bienveillant. Elle parla de ses projets créatifs et botaniques, la culture de plantes médicinales, la création de jardins thématiques, l'organisation de petits ateliers d'aquarelle ou de poterie pour les gens du village. « J'ai besoin d'un coup de main, voyez-vous. Mes vieilles branches ne sont plus aussi souples, et ma tête a tendance à s'éparpiller comme des graines au vent. » Puis, simplement, elle proposa, le travail est varié, parfois physique, parfois plus contemplatif. Pour le logement, il y a une petite chambre indépendante dans l'ancienne grange. C'est modeste, mais propre et calme. Qu'en dites-vous? Claire sentit une vague de soulagement la submerger, si intense qu'elle faillit en pleurer. Un toit. Un travail. Une distance infinie avec le cauchemar de sa vie passée. J'accepte, Madame Geneviève. Merci. Merci infiniment. Les premiers jours furent une découverte. Claire apprenait à désherber, à reconnaître les plantes, à préparer les commandes de tisane. Le travail physique l'épuisait, mais d'une saine fatigue qui chassait un peu les idées noires. Le silence de la campagne, la beauté brute de la nature environnante, commençait doucement à panser ses plaies. Madame Geneviève était une présence discrète mais constante, distillant conseils et encouragements sans jamais être intrusive. Elle possédait une sagesse terrienne,
une philosophie de vie simple et profonde qui apaisait Claire. Un après-midi, alors qu'elle aidait à rentrer du bois pour l'hiver, un jeune homme arriva sur un vieux vélo. Grand, les cheveux châtains en bataille, un sourire timide éclairant un visage aux traits doux. « Ah, Mathieu, te voilà !» s'exclama Madame Geneviève. « Claire, je vous présente Mathieu, mon petit-neveu. Il vient souvent me donner un coup de main pour les tâches plus rudes. Mathieu, voici Claire, ma nouvelle assistante. » Mathieu salua Claire d'un signe de tête, les joues légèrement rougies. Il était artisan menuisier dans le village voisin et partageait avec sa grand-tante un amour pour la nature et les choses simples. Leurs premières conversations furent brèves, teintées d'une certaine réserve de part et d'autre. Claire, encore meurtrie, se méfiait, et Mathieu semblait respecter sa discrétion. Mais il y avait dans son regard une gentillesse sincère, une curiosité bienveillante. Parfois, leurs mains se frôlaient en ramassant des outils, provoquant chez Claire une émotion ténue, presque oubliée. Le soir, dans sa petite chambre, Claire regardait les étoiles par la lucarne. Une paix fragile commençait à s'installer en elle. Le chemin serait long, elle le savait, mais pour la première fois depuis des semaines, elle ne se sentait plus au bord du gouffre. Une petite étincelle venait de vaciller dans l'obscurité. Les semaines s'étaient transformées en mois au domaine de Madame Geneviève. Claire avait trouvé un rythme, une routine apaisante qui pansait lentement ses blessures. L'air pur de la campagne, le travail physique dans les jardins, l'odeur de la terre après la pluie, tout contribuait à la ramener à l'essentiel. Elle redécouvrait des joies simples, la satisfaction de voir une plante grandir grâce à ses soins, la beauté d'un lever de soleil sur les collines embuées, le goût d'un fruit cueilli directement sur l'arbre. Madame Geneviève, avec sa sagesse discrète et son humour piquant, était devenue une encre. Elle ne posait jamais de questions sur le passé de Claire, mais ses regards perçants semblaient comprendre bien des choses. Parfois, elle la surprenait à esquisser sur un carnet la perspective d'une nouvelle serre ou l'agencement d'un massif floral, et un fin sourire éclairait son visage. « Tu as l'œil d'un bâtisseur, mon enfant », lui avait-elle dit un jour. Mathieu était également devenu une présence familière et réconfortante. Leur conversation était simple, tournant autour du travail, du temps qu'il faisait, des petits événements du village. Il ne cherchait jamais à envahir son espace, respectant sa réserve, mais ses sourires timides et ses attentions discrètes un outil mieux aiguisé laissé pour elle, une fleur sauvage déposée sur le rebord de sa fenêtre touchait Claire plus qu'elle ne voulait l'admettre. Une camaraderie silencieuse s'était installée entre eux, précieuse et fragile. Elle commençait à se sentir moins brisée, plus entière. Un matin, en triant le courrier hebdomadaire pour Madame Geneviève au petit bureau de poste du village, Claire tomba sur une enveloppe qui lui glaça le sang. L'écriture était celle de sa mère, et l'adresse, celle de Madame Geneviève, était précédée de « ou bon soin de », suivie de son propre nom, raturé à la hâte. Son cœur se serra. Elle n'avait eu aucun contact avec sa famille depuis son départ forcé. Tremblante, elle ouvrit la lettre dans l'intimité de sa petite chambre. Ce n'était pas pour elle. C'était une lettre de sa mère destinée à une vieille tante. Entre des nouvelles banales, quelques lignes étaient consacrées à Sophie. La grossesse est difficile, beaucoup de nausées et une grande fatigue. Le médecin s'inquiète un peu. David est très occupé par son travail, il est souvent absent, ce qui n'arrange rien à son moral. Une vague de sentiments contradictoires submergea Claire, une pointe de satisfaction mauvaise, vite réprimée, puis une inquiétude sincère pour Sophie. Malgré la trahison, elle restait sa sœur. David absent? Cela ne ressemblait pas à l'image du fiancé dévoué qu'il avait voulu projeter. Quelques jours plus tard, poussée par une curiosité mêlée d'angoisse, Claire profita d'une visite à la bibliothèque du bourg voisin pour utiliser l'un des ordinateurs publics. Elle avait besoin de faire des recherches pour un nouveau projet de jardin médicinal de Madame Geneviève. Une fois ses recherches botaniques terminées, une impulsion la poussa à taper le nom de David Barrault dans le moteur de recherche. Son profil professionnel apparut rapidement, impeccable, listant ses succès, son cabinet d'avocat prometteur. Puis, en affinant sa recherche, elle tomba sur des articles plus anciens, des forums de discussion oubliés. Un nom d'entreprise revint plusieurs fois, associé à celui de David, Projet Immoplu. Une start-up immobilière qui avait fait faillite quelques années auparavant dans des conditions troubles. Les commentaires sur les forums étaient acerbes,
des investisseurs floués, des partenaires qui se disaient trahis, des accusations de gestion opaque et de dettes dissimulées. Un des commentaires la frappa particulièrement, Barreau ? Un beau parleur, un manipulateur de première. Il séduit, il promet, et quand les problèmes arrivent, il disparaît en laissant les autres payer l'addition. Il cible toujours des gens qui ont de l'argent ou des relations utiles. Claire sentit un vertige. Elle continua à fouiller, découvrant des bribes d'informations sur d'autres projets rapidement abandonnés, d'autres relations qui semblaient s'être terminées brutalement dès que l'intérêt financier de David s'estompait. Une photo, sur un vieux blog presque inactif, le montrait au bras d'une autre jeune femme, quelques années plus tôt, visiblement issue d'un milieu aisé, le sourire radieux. La ressemblance avec sa propre histoire, avec la manière dont il l'avait approchée, elle et sa famille, était troublante. Elle resta figée devant l'écran, les mains tremblantes. Ce n'était pas une simple faiblesse passagère, une erreur de parcours. C'était un schéma, une stratégie. David n'avait pas poussé par elle vers Sophie. Il n'avait jamais aimé ni l'une ni l'autre. Sophie et son enfant, sa famille et leur patrimoine, tout cela n'avait été qu'un moyen d'arriver à ses fins, un investissement calculé. La naïveté de Sophie, la détresse de ses parents, leur aveuglement, tout avait servi son plan. La colère que Claire ressentait n'était plus seulement celle d'une femme trahie, mais celle d'une personne qui découvrait une escroquerie bien plus vaste et plus sombre. Son inquiétude pour Sophie prit une nouvelle dimension, plus urgente, plus alarmante. Sa sœur n'était pas seulement avec un homme infidèle, elle était avec un prédateur. Que devait-elle faire de cette terrible découverte ? Le silence la rendrait complice. Mais qui l'écouterait ? Les jours qui suivirent sa découverte furent un supplice pour Claire. Les informations qu'elle avait dénichées sur David tournaient en boucle dans son esprit, la privant de sommeil et d'appétit. Chaque scénario qu'elle envisageait pour avertir sa sœur ou ses parents se heurtait au mur de sa propre exclusion. Qui la croirait ? Ne risquait-elle pas d'aggraver la situation de Sophie, de la braquer ou de fournir à David de nouvelles munitions pour la manipuler ? Le poids de ce secret était écrasant. Un soir, n'y tenant plus, elle se confia à demi-mot à Madame Geneviève, lui montrant, sans entrer dans les détails de sa relation passée, les articles et les commentaires concernant un avocat véreux, qui ressemblait étrangement à celui qui partageait la vie de sa sœur. Madame Geneviève l'écouta avec son calme habituel, ses yeux vifs ne quittant pas ceux de Claire. La vérité, mon enfant, a parfois besoin d'un chemin escarpé pour se révéler, dit-elle simplement après un long silence, en remuant les braises dans la cheminée. Mais une conscience chargée est un fardeau plus lourd à porter que le risque d'être mal comprise. Écoute ton cœur, il sait souvent où se trouve le juste sentier, même s'il est envahi de ronces. Ces paroles, bien que sibyllines, résonnèrent profondément en Claire. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, le piège se refermait bel et bien sur Sophie. David, sentant peut-être une résistance ou une méfiance naissante chez sa jeune compagne, avait resserré son emprise. Sous prétexte de la protéger des stress extérieurs nuisibles au bébé, il filtrait ses appels, limitait ses sorties, et critiquait ses anciennes amitiés. La grossesse, déjà compliquée, devenait un calvaire sous cette tension constante. Sophie se sentait de plus en plus isolée, coupée du monde. Les promesses d'amour et de soutien de David s'étaient muées en exigences constantes, notamment financières. Pour l'avenir de notre enfant, répétait-il, tout en la pressant de demander des avances sur héritage ou des prêts conséquents à ses parents. Elle commençait à avoir les éclats froids dans son regard lorsqu'elle hésitait, la duplicité derrière son masque de gendre idéal. La peur s'insinuait en elle, une peur diffuse mais tenace. Chez les parents de Claire, l'inquiétude grandissait également, mais la fierté et la honte les empêchaient encore d'admettre leur erreur de jugement initiale. Les demandes financières de David devenaient de plus en plus pressantes, de moins en moins justifiées. Il parlait d'investissements importants pour assurer l'avenir du bébé, de frais médicaux exorbitants pour Sophie, semant la confusion et la culpabilité. Jacques commençait à trouver son comportement arrogant, ses explications financières opaques. Brigitte, elle, voyait sa fille cadette dépérir, son regard s'éteindre. Les rares fois où elle parvenait à parler à Sophie seule, cette dernière semblait terrifiée, évasive. Le souvenir de Claire, de sa douleur muette le soir de son expulsion, revenait les hanter avec une acuité nouvelle.
Et si Claire avait vu juste depuis le début? Un soir tard, alors que Claire lisait dans sa petite chambre, son vieux téléphone portable, celui qu'elle gardait pour les urgences, vibra. Un numéro inconnu. Elle hésita, puis décrocha. Allô? Un silence, puis une voix brisée, à peine reconnaissable. Claire? C'est maman. Claire sentit son cœur s'arrêter. Sa mère? Après tous ces mois de silence et de rejet? Maman? Qu'est-ce qui se passe? Oh, Claire. La voix de Brigitte était un mélange de sanglots et de désespoir. Il faut que tu nous aides. Nous avons été tellement injustes avec toi. Tellement aveugles. Elle marqua une pause, reprenant son souffle difficilement. C'est Sophie et David. Il n'est pas celui que nous pensions. Ta sœur est terrifiée, je le vois bien. Il la contrôle, il nous réclame sans cesse de l'argent. Hier soir, il a exigé que nous vendions la maison de campagne des grands-parents. Il dit que Sophie a besoin de soins spéciaux très chers à l'étranger. Je ne le crois plus, Claire. J'ai peur pour elle, pour le bébé. Les mots se bousculaient, incohérents, empreints d'une panique palpable. Je t'en prie, mon enfant. Je sais que je ne mérite pas que tu m'écoutes, mais tu es la seule, tu as toujours été la plus forte, la plus lucide. Pardonne-moi. Aide-nous à sortir Sophie de là. Claire resta silencieuse un instant, absorbant le choc de cet appel, de cet aveu. La rancœur était là, bien sûr, mais elle était submergée par l'urgence de la situation et une étrange forme de soulagement amer. Enfin, on la voyait. Enfin, on reconnaissait la vérité. Maman, dit-elle d'une voix soudainement ferme, la guerrière en elle s'éveillant. Dis-moi tout ce que tu sais. Et ne dis rien à David de cet appel. Une alliance improbable venait de se nouer dans le secret et la peur. Le combat pour la vérité, et pour Sophie, ne faisait que commencer. L'appel de sa mère avait résonné en Claire comme un coup de tonnerre, chassant les derniers vestiges de son apathie. La peur pour Sophie et une étrange poussée d'adrénaline la galvanisaient. Elle passa une nuit blanche, rassemblant les preuves numériques qu'elle avait accumulées contre David, imprimant les articles, les témoignages. Chaque pièce du puzzle renforçait sa conviction, David était un manipulateur dangereux. Au petit matin, elle exposa brièvement la situation à Madame Geneviève. La vieille dame l'écouta, hochant la tête de temps à autre. Le serpent est dans la bergerie, mon enfant, dit-elle simplement. Parfois, il faut du courage pour l'en déloger, même si l'on risque de se faire mordre. Si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-le-moi savoir. Mathieu, mis au courant par sa grand-tante, proposa sans hésiter de la conduire. Son soutien silencieux et solide fut un réconfort immense pour Claire durant le trajet tendu vers la maison de ses parents, ce lieu qu'elle avait fui des mois plus tôt, le cœur brisé, et où elle retournait maintenant en guerrière. Sa mère l'attendait, le visage ravagé par l'inquiétude et le manque de sommeil. Les retrouvailles furent empreintes d'une émotion contenue, un mélange de culpabilité chez Brigitte et de détermination chez Claire. Son père, Jacques, était là aussi. D'abord distant, les bras croisés, il finit par écouter, le front plissé, les arguments de Claire et les sanglots de sa femme qui confirmaient les agissements de David. La méfiance initiale dans ses yeux laissa place à une colère froide lorsqu'il comprit l'ampleur de la manipulation dont sa famille, et surtout Sophie, était victime. Ils convinrent d'un plan, attendre le retour de David en fin d'après-midi, et le confronter tous ensemble, en présence de Sophie. Il fallait qu'elle entende la vérité, qu'elle se sente soutenue pour oser parler. L'atmosphère dans la maison était électrique, chaque minute semblant durer une éternité. David rentra vers 18h, sifflotant, un air faussement détendu. Il s'arrêta net en voyant Claire assise dans le salon, aux côtés de ses parents. Un éclair de surprise, puis d'agacement, traversa son visage. « Claire ? Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda-t-il, tentant de masquer son trouble par un ton condescendant. « Je suis venu te parler, David, » répondit Claire, sa voix étonnamment calme et assurée. « Te parler de tes projets immobiliers, de tes dettes, de tes anciennes conquêtes financières. Te parler de la manière dont tu as ciblé notre famille. » Elle commença à exposer les faits, un par un, preuve à l'appui. David tenta d'abord de nier, riant nerveusement, la traitant de menteuse, de jalouse.
Il se tourna vers Sophie, qui venait d'entrer, alertée par les éclats de voix, le teint cireux, les yeux agrandis par la peur. « Sophie, ma chérie, tu ne vas pas croire ces histoires ridicules, n'est-ce pas? C'est ta sœur qui essaie de nous séparer, elle n'a jamais accepté notre bonheur. » Mais Claire tenait bon, soutenue par le regard nouveau de ses parents. « Le seul bonheur que tu cherchais, David, c'était celui de notre compte en banque. » Sophie regardait Claire, puis David, puis ses parents, complètement perdus. Les paroles de Claire faisaient écho à ses propres doutes, à ses peurs inexprimées. « David, » intervint Jacques, la voix grave, « explique-nous ces accusations. Et regarde ta future femme dans les yeux quand tu lui parles. » Sentant le vent tourner, David devint plus agressif, accusant Claire de vouloir détruire sa vie, de manipuler sa propre famille. C'est alors que Sophie, tremblante de tous ses membres, la main sur son ventre rond, prit la parole d'une petite voix à peine audible. « Non. Claire ne ment pas », tous les regards se tournèrent vers elle. « David, il me demande toujours de l'argent. Il m'interdit de voir mes amis. Il m'a dit que si je ne lui donnais pas ce qu'il voulait, il partirait et que je ne reverrais jamais l'enfant. » Les larmes coulaient sur ses joues. « J'ai eu si peur. » Ce fut le coup de grâce. Le masque de David tomba, révélant un visage haineux et calculateur. Il tenta une dernière esquive, une menace voilée, mais il était trop tard. « Sortez » hurla Jacques, le visage rouge de fureur, pointant la porte. « Sortez de ma maison et ne remettez plus jamais les pieds ici. Si vous approchez encore de ma fille, je vous jure que vous aurez affaire à moi. » David, démasqué, comprenant qu'il avait perdu la partie, lança un regard noir à Claire, puis quitta la maison sans un mot de plus, laissant derrière lui une famille au bord de l'implosion, mais enfin libérée de son emprise toxique. Un silence lourd s'installa, brisé seulement par les sanglots de Sophie et de sa mère. Claire s'approcha de sa sœur, la prit maladroitement dans ses bras. Les non-dits, les regrets, la culpabilité flottaient encore dans l'air, mais une brèche s'était ouverte. Soudain, Sophie poussa un cri aigu, se pliant en deux, le visage tordu par la douleur. « Oh non, je crois que c'est le bébé. » La panique s'empara d'eux. Au milieu du chaos de la confrontation, le drame de la vie reprenait ses droits, les forçant à mettre de côté leurs tourments pour faire face à une urgence bien plus immédiate. La panique fit place à une action fébrile. Tandis que Jacques, son père, appelait les secours, Claire prit les choses en main avec un calme qui la surprenait elle-même. Elle aida Sophie à respirer, lui parla doucement, la rassurant malgré le tumulte de ses propres émotions. À l'hôpital, durant les longues heures d'attente et le travail difficile de Sophie, Claire resta un roc. Lorsqu'enfin, les cris d'un nouveau-né résonnèrent, une petite fille prénommée Héloïse, une vague d'émotions pure submergea la famille épuisée. Dans ce moment de vulnérabilité partagée, face à ce miracle de la vie, les premières fissures apparurent dans les murs de ressentiment. David, lui, avait disparu de leur vie comme un mauvais rêve. Les mois qui suivirent furent ceux d'une lente et délicate reconstruction. Sophie, avec l'aide de sa mère, de manière plus discrète mais constante, de Claire, se consacra à sa fille. Elle apprenait à être mère, tout en se libérant des séquelles psychologiques laissées par David. Les conversations entre Claire et ses parents furent d'abord rares et maladroites. Un soir, Brigitte, sa mère, trouva le courage de lui parler à cœur ouvert. « Claire, chaque jour je me demande comment j'ai pu être aussi aveugle, aussi cruelle avec toi. Il n'y a pas de mots pour dire combien je regrette. Si tu peux un jour nous pardonner. » Les larmes coulaient sur son visage. Jacques, son père, plus tard, lui exprima aussi ses profonds remords, reconnaissant sa force et sa droiture. Claire écouta. Le pardon ne vint pas en un instant, mais une porte s'entr'ouvrit. Elle ne revint pas vivre chez eux, mais ses visites devinrent plus fréquentes, plus apaisées. L'héritage, lui dirent-ils un jour, lui avait été pleinement restitué, mais pour Claire, cela avait perdu de son importance. Sa véritable richesse était ailleurs. Après quelques semaines, Claire retourna auprès de Madame Geneviève. Elle n'était plus la même jeune femme brisée. L'épreuve l'avait endurcie, mais aussi révélée à elle-même. Elle se plongea avec une énergie nouvelle dans les projets du domaine. Inspirée par la nature environnante et se souvenant de sa passion première pour l'architecture,
elle commença à dessiner des plans pour de petits habitats écologiques, des cabanes d'artistes, des jardins thérapeutiques. Madame Geneviève, voyant son talent refleurir, l'encouragea vivement, lui offrant même un petit lopin de terre sur son domaine pour qu'elle puisse y construire un prototype. Ce projet devint sa passion, son exutoire. Elle y mit toute son âme, son savoir-faire retrouvé et une vision nouvelle, nourrie par son amour de la nature et son désir de créer des lieux de bien-être. Mathieu avait été un témoin discret de sa transformation. Leur amitié s'était approfondie, tissée de respect mutuel et d'une compréhension silencieuse. Il l'avait vue au plus bas, et la voyait maintenant s'épanouir, retrouver son éclat. Un soir, alors qu'ils contemplaient ensemble les plans de la première cabane que Claire avait conçue, leurs mains se frôlèrent. Cette fois, Claire ne retira pas la sienne. Un sourire timide s'échangea, et un sentiment nouveau, doux et puissant, naquit entre eux. C'était un amour calme, évident, construit sur des fondations solides, si différent de la passion factice de David. 2 ans plus tard. Le soleil de fin d'après-midi illuminait le domaine de Madame Geneviève, qui avait pris des airs de petit paradis. Au centre, se dressait la première réalisation de Claire, une magnifique petite maison en bois et en verre, parfaitement intégrée au paysage, entourée d'un jardin foisonnant. C'était l'inauguration de son entreprise, Harmonie et Habitat, qui connaissait déjà un succès prometteur. Sa famille était là. Sophie, épanouie, tenait par la main une petite Héloïse qui gambadait joyeusement. Ses parents, le regard rempli d'une fierté et d'un amour infini, discutaient avec les premiers clients de Claire. Madame Geneviève, radieuse sous son grand chapeau fleuri, trinquait à la réussite de sa protégée. À côté de Claire se tenait Mathieu. Leurs doigts étaient entrelacés, leurs regards se croisaient avec une tendresse qui disait tout. Il était son partenaire, son soutien, son amour. Claire prit une profonde inspiration, sentant la douce brise caresser son visage. Elle avait traversé la tempête, affronté la trahison la plus vile, mais elle en était sortie plus forte, plus lumineuse. Elle avait reconstruit sa vie, non pas sur les cendres du passé, mais sur les fondations solides de sa propre résilience, de sa créativité et de sa capacité à pardonner, d'abord à elle-même. Ce qui avait suivi cette terrible épreuve, ce n'était pas la ruine annoncée, mais une renaissance éclatante, un bonheur authentique, forgé de ses propres mains. Son avenir était là, devant elle, radieux et plein de promesses, un chef-d'œuvre de sa propre conception.